candidat du village qui nous amène une grosse réflexion en disant que si tu n'as pas l'argent et que tu es à côté de quelqu'un qui a de l'argent, reste à côté de lui. Parce qu'un jour, il va donner ta part. C'est ça. C'est comme un homme politique que je ne veux pas citer ici a dit un jour que chez nous en Afrique, quand un patriarche, quand le père a vieilli et qu'il va bientôt mourir, il faut rester à côté de lui parce que le témoin, il va le passer à un de ses fils. Il va le passer à celui qui était là. Je ne vais pas citer. Emmanuel Tchango, bonjour. Hello, good morning. Comment vous allez ce matin? I'm good, thank you. Voilà. Alors, moi, je vais poser une question d'entrée. Vous qui êtes psychothérapeute, peut-être entrer dans notre psychologie un peu. Cet instrument qu'on a appelé le temps, est-ce qu'on le détient vraiment? Au vu de l'actualité en ce moment, du jour au lendemain, Paul King est parti. Du jour au lendemain, Wako Foga nous a quittés. Du jour au lendemain, ils sont nombreux, la liste est très longue. Et qu'on se réveille avec tout cela comme actualité, est-ce qu'on peut dire encore aujourd'hui avec autorité qu'on a le temps? C'est pas de cette façon qu'il fallait regarder notre vie. Notre vie, c'est le rôle qu'on joue dans la vie de son prochain, ce qu'on apporte. Il y a des personnes qu'on connaît qui ont fait 3 ans sur la terre comme Jésus-Christ et qui ont révolutionné la pensée de l'homme. Et en 3 ans, créé une réflexion, une nouvelle façon de voir. 33 ans. En 3 ans. 33 ans. En 3 ans. Jésus. Sa mission était 3 ans. Ah, a duré 3 ans, d'accord. Mais lui qui est décédé à 33 ans. Voilà, donc vous voyez ce qu'on peut faire en 3 ans. Il y a d'autres personnes qui ont fait 100 ans passer inaperçues. Oui. Et il y a des personnes qui ont laissé toute une tradition. Bob Marley est mort à 36 ans. Et la révolution qu'il a portée sur la misère des personnes dans le ghetto, les ressortir, les donner une voix. Donc le temps n'est pas vraiment le plus important, c'est la qualité de notre existence et l'impact que cela a sur notre environnement en termes de bonheur. En termes de bonheur, qu'est-ce qu'on apporte à l'autre, à quoi sert notre existence. Et cette mission est tellement louable que lorsqu'on est ni est impliqué, on n'est pas conscient de ce que vous appelez temps. Oui. Voilà, on n'est plus là en train de regarder, c'est lundi, mardi ou 24 est passé. C'est en même temps, vous pouvez le mesurer dans le durée, les minutes, mais en même temps, il n'a pas de temps. Il n'a pas cette valeur en termes de temps. Sa valeur peut être éternelle, comme les plus grandes croyances et foi que nous pratiquons aujourd'hui. Oui. Et voilà, peut-être une transition avant de rentrer dans le vif du sujet ce matin. On retient que tout est fonction de la qualité de notre vie pendant que nous sommes là et l'impact que cela a sur les autres. A tout de suite pour dérouler et revenir sur ce livre de Irma. On the road to well-being, serenity and relaxation, to escape from the daily stress, a balance-oriented care where your body will be in fusion and perfect harmony with your mind and soul. Viva Coiffure, the beauty of the mind, body and soul, situated at 250 Afrodi Street, Bonapariso, besides Total Shop La Croix Santerre, with an annex at Bonamoussadi Zone A, NAO building. Contact us on the following numbers: 2334348813, 695191354, 677333356, or 233477487, 653560196, 677856768. Et voilà, retour sur le plateau à l'instant. Oser dire oui à l'univers, c'est le livre de Irma Wonja que nous parcourons depuis plusieurs semaines sur cette matinale parce qu'on le trouve assez profond à travers les thèmes qui sont évoqués ici. Irma Wonja, qui, je rappelle, en ce moment est paraplégique carrément, qui a perdu l'usage de tous ses membres et même de la parole parce qu'elle parle audible à 2 ou 3%. Mais donc dans les... Je vais dire quoi? Au plus profond d'elle, comme on dit dans ses derniers retranchements, elle a pu nous produire ces livres
extraordinairement formidable dans lequel on peut puiser l'essence de ce que nous sommes véritablement ou alors de ce que nous devons savoir de nous à la fin, parce qu'elle nous rappelle que on se voit nous seulement comme on se voit à travers le miroir, et pourtant il y a un nous plus profond de nous qui vit en nous. Beaucoup plus profond qui vit en nous. Et la dernière fois, on parlait de bienveillance comme des qualités à développer pour que la vie sur la terre soit un peu utile ou beaucoup plus utile qu'on imagine. Que nos valeurs tournent vers des choses vraiment essentielles qui permettent de rendre notre passage sur la terre une mission qui veille sur l'autre et qui va apporter plus à l'âme. Parce qu'il ne s'agit pas juste du moment qu'on est sur la terre. Aujourd'hui, nous voulons dire, la bienveillance était au centre de notre réflexion la dernière fois. Et dans la bienveillance, il m'a dit, il faut que vous vous considérez comme une personne de valeur. Vous savez, la déprime, qui est vraiment l'une des maladies de la santé mentale le plus redoutable et responsable de la plupart des suicides, qui est de plus en plus élevé en Afrique. La dépression. Oui. Et vraiment commence par le fait qu'on a oublié qu'on compte, qu'on nous aussi, on peut servir à quelque chose. Cette dépression ne se passe pas seulement dans le ghetto, ça se passe aussi dans les palais et ça se passe dans les autres lieux et c'est même tout. Et ce n'est pas seulement les femmes qui sont déprimées parce qu'eux, ils vont tout de suite montrer leur angoisse, ils vont abandonner, ils vont lâcher, ils vont arrêter de se laver. L'homme est 2 fois plus déprimé de fois. Mais les statistiques montrent que ce rapport est de 2 à 3, c'est-à-dire pour 2 hommes déprimés, il y a 3 femmes. Mais je pense que c'est parce que les hommes n'expriment pas leur dépression de la façon la plus visible. Le fait de ne pas vous considérer comme quelqu'un de valeur, c'est un signe que vous n'avez pas eu la possibilité d'apprécier ce que vous représentez, ce que vous apportez au prochain. Mais une chose est certaine, on est tous des personnes de valeur. Et si on commence à penser comme ça, on va poser des actes qui nous donnent davantage valeur et qui va nous rassurer sur le rôle qu'on joue. Mais nous savons qu'on a un environnement qui systématiquement passe du temps à rappeler aux gens que vous êtes rien, vaut rien. Vous êtes même qui? Vous ne valez rien, vous n'êtes personne. Vous ne valez rien, vous êtes personne et tout. Et que nous faisons ces choses parce que nous pensons avoir le contrôle. Mais ces genres de déclarations viennent de la personne qui n'a pas de valeur. Parce que ce n'est seulement quand on n'a pas de valeur qu'on ne peut pas voir la valeur que les autres portent. Donc il est il est très important de savoir que vous ne pouvez pas créer un être humain et vous pensez que vous avez la capacité de l'évaluer. Et nous parlons de ce problème, la plupart des mal se passe dans des lieux restreints, c'est-à-dire là où on a oublié de passer beaucoup plus de temps. Et 2 lieux qualifiés, le lieu de travail et les domiciles. C'est dans les foyers et dans les familles qu'on blesse plus de gens. Là où on est appelé à rester à tout prix ensemble, c'est là où on ramène les gens à des valeurs vraiment bas, réduites. Dans les lieux de travail, des fois, c'est une réflexion pour avancer sa position ou pour sécuriser sa position qui fait qu'on pense croire à tous autour de nous qui ne valent rien, qui ne peuvent rien faire sans nous. Ça, ce sont des réflexions de personnes qui n'ont pas de valeur et qui paniquent à cause de ça. Et donc, rapidement, veulent se positionner par des actes répressifs, ainsi de suite. Donc, vous pouvez étendre ces réflexions dans d'autres cieux. Mais je voulais soulever ces 2 points parce que là, nous sommes déjà dans la famille où nous sommes dans notre lieu de travail. Il faut regarder le rapport qui existe entre le chef de département, le DG, le DGA, le responsable de ressources humaines, quand il veut comprendre pourquoi quelqu'un vient toujours en retard, pourquoi quelqu'un ne peut pas donner des rapports à temps, pourquoi cette personne n'est pas concentrée, pourquoi subitement il y a beaucoup d'erreurs dans le travail de quelqu'un qui avant travaillait très bien. Des fois, on n'a pas souvent la possibilité de se mettre encore plus profondément. Et combien des entreprises envoient leurs employés voir un psychologue? Ah, c'est ça. Parce que c'est une recommandation dans
le milieu de travail qui va aider beaucoup des employés à se retrouver et à... Vous avez quelqu'un qui donne des résultats impressionnants et subitement, vous voyez que cette personne n'arrive plus à travailler. Normalement, vous devez être interpellé. Mais la plupart du temps, on commence à voir avec qui vous serez remplacé. Parce qu'on pense que vous ne devez même pas être. Donc, il y a un rôle que la famille et le milieu professionnel peuvent faire dans ces réflexions. Vous considérez comme une personne de valeur. C'est dans le cas où l'environnement n'est pas très utile. Vous avez une certaine part de responsabilité. Nous aimerions que le travail des IMA nous amène à commencer à prendre conscience qu'on peut être utile et qu'il y a des choses qu'on a fait, qu'on peut se rappeler dans des moments de dépression, dans des moments pénibles de notre vie, qu'on peut se rappeler de ce qu'on a apporté à son prochain, de ce qu'on a pu faire dans le passé, que ça sert comme une motivation. Et dire non quand on n'a pas envie de dire oui, oh là là, vous savez, quand on n'a pas envie de dire oui, ça veut dire qu'on a envie de dire non. Donc on pouvait se dire non quand on a envie de dire non. Oui, effectivement, la plupart du temps on dit oui, pourtant c'est le non qui est dans le cœur. Et la plupart du temps, lorsqu'on dit oui, quand c'est le non qui est dans le cœur, on rend triste. Les conséquences après sont pénibles, sont douloureuses, sont la peine. Et on peut le porter des fois comme des cicatrices pendant très longtemps. Vous savez, le courage de dire non ne dit pas forcément qu'on est têtu. Des fois, on reçoit des renseignements qui sont très précis que ce n'est pas bon. Ces renseignements viennent de quelque part au profond de nous qu'on appelle de présence ou votre iceberg véritable. Et c'est cet renseignement qui est là pour veiller sur nous quand le danger va frapper bientôt. Et de fois, par peur ou parce qu'on veut plaire ou parce qu'on veut être considéré comme je ne sais pas quelle autre appellation vous allez donner, on va toujours dire oui, pourtant on n'est pas d'accord. Ce n'est pas ce que nous voulons véritablement. Il est important d'oser dire non, comme il m'a dit, oser dire oui. Il faut oser aussi dire non quand c'est vraiment le non que vous ressentez. Des fois, ce non peut sauver même la personne qui veut vous amener dans le sens qui n'est pas la vôtre. Des fois, on a toujours cette pression dans la société d'accompagner, de faire partie, d'agir comme si... Et vous allez voir des gens qui suivent des mouvements, ils ne croient pas à ces mouvements, mais ils pensent qu'il y a des intérêts autres, ou bien la peur de représailles, on va dire oui, pourtant on est non. Cette personne qui dit oui, quand c'est véritablement non qui est dans ses pensées, devient même très très dangereux. C'est un maillon très faible dans la chaîne, et c'est à partir de ça que tout sera brisé. Pas seulement pour cette organisation, pour cette institution, pour cette relation, mais pour la personne lui-même qui n'est pas en train de dire véritablement ce qu'elle est pensée. Développer les qualités de bienveillance sont citées ici pour nous aider dans le cas où on ne connaît pas. C'est ce qui est beau avec le travail des IMA, c'est que deux fois ils se disent que vous n'êtes pas renseigné. C'est ça. Il est possible que vous n'avez pas d'informations. Deux fois les erreurs c'est parce qu'on est ignorant. C'est ça. Et c'est tout à fait normal. Donc ici il y a un certain nombre de qualités qu'il faut développer, qui montrent que vous êtes quelqu'un de bienveillant. Parce que c'est un élément incontournable qui va nous amener à vivre au-delà et au-dessus de toutes ces difficultés, ces moments éprouvants qui peuvent nous ramener à une situation difficile qui va être peut-être la dernière expérience qu'on va avoir sur la terre. L'envie de vivre et de vivre de façon utile demande qu'on apprend. Ici, Emma te demande d'être quelqu'un de poli, la politesse. Je me rappelle que l'un des chapitres qui développe l'accueil et l'installation des clients dans l'Institut de beauté parle de ces attitudes professionnelles, et la politesse est un élément très important. Vous savez, être poli, c'est d'apporter l'apaisement à certaines personnes. La politesse ne veut pas dire que l'autre était poli ou était gentil et agréable. Ce n'est pas ça. Des fois, vous allez être poli à quelqu'un vraiment désagréable. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de retourner l'ascenseur de la façon que ça vient. On est obligé d'être qui nous sommes. Développer les qualités de politesse fait en sorte que même lorsqu'on est maltraité, on va être poli.
Et la politesse veut dire ouvrir la porte parce que quelqu'un est en train de venir vers vous et veut entrer. Vous lui enlevez la peine de tourner le poignet et de pousser. Vous ouvrez la porte. Quel accueil! La politesse veut dire que quelqu'un qui a en charge et qui a des difficultés à le porter, monter des escaliers, vous pouvez donner un coup de main. Il veut dire que dans un lieu où il y a des adultes, des personnes âgées, on peut se lever de sa chaise et on peut laisser asseoir. Ça veut dire comprendre ces bus qui demandent que les mamans avec les enfants et les personnes âgées entrent d'abord, même si vous étiez la première. Tout à fait. Il faut les comprendre. Quand ils disent qu'une maman qui marche, qui voyage de Douala à Yaoundé avec des petits-enfants, entre d'abord, même si elle est venue en dîner, que vous attendez et que vous comprenez. Et voir que cette sorte de réflexion montre que notre société encore a beaucoup de grandes valeurs, mais que nous étendons cela dans tous les milieux. Ima vous demande d'être généreux. Être généreux, c'est une qualité qui va améliorer rapidement notre société. Aujourd'hui, hier, je suivais sur le débat de télévision certaines mesures, un professeur biologiste qui parlait de comment on peut faire le riposte de Covid, est-ce que l'État peut mettre un fonds spécial pour assister. Et lui, il a commencé à dire qu'avant que vous parlez de l'État, qu'est-ce qu'en tant qu'une communauté, vous n'avez pas tous les mêmes moyens. C'est ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour créer ce fonds dans votre quartier et que tout le monde amène ce qu'il a. Tout le monde ne va pas souffrir de la même façon, mais que les personnes les plus touchées bénéficient de cela. Et il a donné un village, Bali, dans le nord-ouest. Il dit que sa mère vient de Bali et dans ce village, depuis toujours, ils ne payent pas une facture d'eau. Parce que la communauté a l'eau qui est distribuée dans toutes les concessions gratuitement. Parce que la communauté a pu mettre le fonds à côté. Et dans mon village, Bafout également, nous avons de l'eau qui est faite par la communauté villageoise. De temps en temps, on nous demande de contribuer pour l'entretien. Mais ce n'est pas payé les factures. Mais je suis content de savoir que ma mère, avec des jambes tellement fragiles déjà, ne sera pas appelée un jour d'aller puiser de l'eau. Elle a l'eau qui sort du mur et ça c'est formidable. Donc on peut dire la générosité veut que de fois on apporte à d'autres parce qu'on a reconnu qu'on en a plus. Si vous regardez les congélateurs de certaines maisons, il y a un stock qui, malheureusement, j'ai souvent dit que le congélateur devait avoir la sortie en bas, l'entrée en haut. Comme ça, le first in, first out. Mais comme vous voyez, la plupart des congélateurs, on est toujours pressé. Donc, le first in reste in pour toujours jusqu'à périmer. Et c'est le last in, first out qui se pratique dans les cuisines. Et vous allez voir tous ces stocks de viande. Des fois, vous pouvez vous lever, vous partagez ça dans le voisinage parce qu'une chose est certaine, vous allez finir par le jeter. Donc, nous pensons que la générosité est une qualité qui ne demande pas qu'on soit trop riche, mais qui demande qu'on reconnaisse qu'on a deux chemises, 3, 4 paires de chaussures. Et qu'il y en a quelqu'un qui n'en porte pas pendant des années, qu'on peut décider de les partager avec notre entourage. C'est Marc qui nous le dit aujourd'hui, la bienveillance, qu'elle parle de la bienveillance, être bienveillant envers soi-même, ça aide également à être bienveillant envers les autres parce qu'on saura reconnaître le bienfait que la bienveillance fait en nous et être bienveillant envers les autres. Le bonjour qu'on dit à quelqu'un en passant seulement comme ça, la tête baissée, en fait c'est tout sauf de la bienveillance. Vous pensez avoir dit bonjour, non, regardez la personne en face, vous partagez un ascenseur comme le nôtre, souriez lui en lui disant bonjour, c'est être bienveillant et après joindre à ça la politesse. Qui concourt justement à encadrer tout cela et à mettre en place un mode de vie meilleur pour tout le monde où il n'y a pas de l'agressivité et à ça donc la question de la générosité qui veut dire en d'autres termes le partage. Vous imaginez ce que c'est donner, c'est un bonheur fou quand on donne, hein? Allez, Emmanuel, on va poursuivre dans le même sens en fin de semaine. Oui, tout à fait. Jeudi. Oui, on a le sens de l'écoute, on a les gestes affectueux avec son proche, ainsi de suite. Et on va continuer à développer ces qualités et le mettre tout ça en pratique. Les premiers efforts seront assez difficiles quand on n'a pas l'habitude. Merci. Mais il faut continuer. Merci Emmanuel. Allez, joyeux anniversaire à toi, Ngoyogo Monique Josiane. Tu es en Allemagne, tu as eu 1 an de plus vendredi dernier et tu nous le rappelles encore aujourd'hui. Ngoyogo Monique Josiane du côté de l'Allemagne. Happy birthday à toi et bien des choses de ce côté-là. Allez, à demain 7h, chers téléspectateurs. Bonne journée.